Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de cet après-midi du Private Equity Exchange. Aujourd'hui, on a réuni donc 3 personnes, enfin réuni 2 en présentiel et une en visio, pour parler du pricing et l'évaluation en 2020. Et qu'est-ce qu'on fait de cette année particulière? Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Amou, je suis partenaire dans le secteur télécom et tech au sein de Apax Partners France. Bonjour à tous, Louis Huette, je dirige le bureau de Paris du fonds d'investissement Waterland Private Equity. Oui, bonjour, Mathieu Ducharme de Northleaf Capital Partners. Northleaf est un gestionnaire d'actifs sur les marchés privés. On opère sur l'infrastructure, la dette privée et le private equity. Donc moi, je suis un des managing directors basé dans notre bureau de Londres depuis où on couvre l'Europe. Je suis impliqué sur toutes nos activités de private equity, donc le primaire, secondaire et co-investissement. Très bien, merci pour ces présentations et je vous propose de commencer par revenir sur l'année 2020 et comment on a commencé à évaluer en 2020. Mathieu, vous parliez de 3 stratégies différentes, pas forcément évidentes à concilier. Oui, non, effectivement, puisque de notre point de vue, c'est vrai qu'on a une vision assez globale du marché et donc assez rapidement, on a vu des stratégies divergentes en ce qui concerne les valorisations en 2020 à partir des valorisations de mars et puis juin. Donc on a eu 2 approches que je qualifierais un peu de conservatrices. L'une où certains gérants ont décidé, étant donné le peu de visibilité et la difficulté de faire des valorisations bottom-up, de prendre des décotes systématiques en fait. Donc généralement entre 15 et 20% de décote systématique sur la valorisation du portefeuille afin d'essayer de pricer un petit peu les événements. Une autre approche a été de conserver les méthodologies, donc en gardant l'EBITDA réel, l'EBITDA impacté par le Covid et les confinements. Donc encore une fois, là, dans ces 2 cas, on avait des valorisations qui étaient décroissantes de façon assez significative. Et la 3e approche était une approche un peu plus agressive. C'était certains gérants qui prenaient le parti que le Covid et le confinement étaient des événements temporaires, en fait. Et donc, préféraient retraiter les EBITDA et utiliser des EBITDA futurs ou des EBITDA retraités des impacts Covid pour garder les valorisations plus ou moins stables, en fait. Donc c'était assez intéressant de notre côté, mais effectivement difficile de concilier les 3 approches, qui faisait qu'au niveau du portefeuille, alors il y a eu forcément, comme on l'a vu, il y a eu une perte de valeur sur les NAV en mars, en juin, mais ça a été, je pense, un petit peu atténué du fait qu'il y avait des approches aussi un peu plus agressives quelque part qui gardaient un peu de stabilité. D'accord. Et vous, Eric, en juin, vous avez rencontré aussi quelques difficultés? En fait, il y a 2 choses. Il y a l'approche de la valorisation du portefeuille existant, où là, effectivement, il y a eu les débats dont Mathieu a parlé. Mais nous, au niveau d'Apax, on a décidé de rester sur les EBITDA tels quels et sur les multiples tels quels. Après, il y a l'autre sujet pour moi et pour Louis, qui est qu'on a continué à faire des deals. Et donc là, il y avait un sujet de valorisation qui était différent, ce qui était de savoir quelle société acheter et quelle valeur mettre sur la table, surtout quand il y avait de la concurrence. Et là, il y avait vraiment une espèce de schizophrénie entre la valorisation de l'acquis, sur lequel on était tous un peu prudents, je pense, et la valorisation de développement, sur lequel il faut continuer à être agressif pour gagner les transactions. Je sais pas, Louis. Oui, c'est ça. En fait, on a vu un marché qui a pas mal bougé au cours de l'année. C'est-à-dire que il y a eu un peu la sidération au moment des 3 mois du confinement d'avril, mai, juin. On ne savait pas trop dans quelle direction tout ça allait partir. Et puis progressivement, les choses sont revenues à une sorte d'équilibre où on a constaté qu'il y avait 3 types de sociétés. Le premier type, c'était les sociétés qui étaient impactées durablement. Donc ces sociétés-là, bien sûr, quand elles étaient en portefeuille, il fallait faire beaucoup de choses. Et puis derrière, en termes d'acquisition, on n'a pas tellement possibilité de les pricer. Là, je pense notamment aux secteurs type loisirs ou autres. Il y a des sociétés qui ont connu un fort impact sur les premiers mois de l'année liés au confinement, mais qui ensuite sont revenus à une espèce de vitesse de croisière, donc pour lesquels on a un impact, mais qui est assez facile à quantifier finalement.
Et ces sociétés-là, on a vu qu'à partir de l'automne, finalement, elles revenaient sur le marché. On pouvait recommencer à discuter parce qu'on voyait à peu près la manière dont ça allait se passer. Donc on pouvait recommencer à discuter valorisation et donc discuter éventuellement transactions. Et puis il y a les troisièmes types de sociétés, c'est celles qui n'ont pas connu finalement de ralentissement lié au Covid. Alors nous, on a particulièrement vu ça dans 3 de nos verticales d'investissement. Il y en a une tout ce qui est lié à l'énergie, notamment au recyclage, etc. Donc là, on n'a pas eu d'impact. On n'a pas eu non plus d'impact sur tout ce qui était digital, ou voire même parfois un impact favorable. Là, je pense que Eric pourra confirmer. Et puis sur la partie santé aussi, alors ça dépend un peu des business models, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup d'impact non plus. Donc on a vu sur ce type d'actifs quand même, d'une manière générale, ces actifs non impactés, on a vu une assez forte flambée des multiples pendant l'exercice et qui continue en ce début de 2021. Donc finalement, les modèles qui ont passé la crise du Covid de manière positive, ils ont été vus comme des valeurs refuges par beaucoup de nos confrères, avec donc une flambée sur les prix dont on verra si elle dure ou si elle ne dure pas. Justement, vous parliez donc certains secteurs dans lesquels les valorisations flambent, dans d'autres beaucoup moins, même parfois l'inverse. Dans ce contexte-là, sur quels critères on s'attache pour fixer un prix ? On s'attache. Nous, je pense qu'on essaie toujours de s'attacher à des critères qui dépassent le pur conjoncturel et la crise du Covid notamment, et de regarder ce que ça peut donner sur du long terme, puisqu'on est des investisseurs qui sont moyen terme, mais avec des perspectives toujours long terme. C'est-à-dire qu'on ne change pas de cap, on ne dérive pas par rapport à ce qu'on pense que sont les grandes tendances du marché de demain. Alors après, la question qu'on peut avoir, c'est est-ce que ces grandes tendances ont été affectés par le Covid durablement ou pas. Donc ça, on se posait la question sur un certain nombre de sujets. Il y aura sûrement des accélérations, notamment en ce qui concerne le numérique, peut-être en ce qui concerne la santé, l'hygiène, de certains secteurs qui auront connu des croissances plus rapides, l'environnement, le SR, etc. Et puis d'autres, peut-être au contraire, qui seront affectés un peu plus durablement parce qu'il y aura des changements de business, en tout cas des changements d'approche de la part des consommateurs et des business. On peut penser peut-être à des secteurs comme le travel, l'hospitality, etc. Mais voilà, pour en revenir, je pense que ça, c'est déjà largement dans les anticipations des acteurs. Donc on n'a pas forcément à beaucoup corriger cela. En revanche, ce qui est certain, c'est que nous, on s'attache toujours à sortir de ce qui est peut-être le court terme et à regarder ce que ça peut donner à long terme. Mathieu, je vous voyais hocher la tête. Oui, non, effectivement, parce que forcément, dans la fixation du prix, il y a les éléments intrinsèques à la société, mais à la fois, ça reste un mix entre l'offre et la demande. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que cette crise n'était pas une crise de liquidité. Il y avait eu beaucoup de cash, les fonds de private equity notamment avaient pas mal de capitaux à déployer qui avaient été levés dans les années précédentes. Donc sur les secteurs Covid-proof, comme on les appelle, je pense qu'on a clairement vu une inflation des multiples. Et la vraie question qu'on se pose quand on voit ça, et nous on se la posait systématiquement, notamment dans les co-investissements qu'on regardait, c'est sera-t-il possible de récupérer les multiples actuels à la sortie, en fait, parce que effectivement, si vous faites l'anticipation que les multiples redescendront sur des niveaux plus normalisés, si dans vos modèles vous enlevez 1 ou 2 tours de multiples EBITDA à la sortie, il faut une croissance assez importante de la société pour retomber sur vos pieds. Donc, c'est un petit peu la question qu'on se posait, nous. Effectivement, moi, ce que je rajoutais, je ne pense pas qu'il y ait eu de modification des méthodologies de valorisation ou de changement de métriques. Je pense que tout le monde est resté sur ses bases habituelles, parce que c'est avant tout un métier de conviction, c'est avant tout un métier de valorisation de cash flow. Donc ça, il faut rester là-dessus. Après, est-ce qu'on a fait des ajustements à la marge parce qu'on pensait qu'il y a eu un EBITDA qui a été déprimé conjoncturellement et que ça induisait un multiple plus élevé? Oui, on a fait attention à ça. Ce que beaucoup de gens appellent enjamber le 2020 en regardant des moyennes sur 2019 et les prévisions 2021 ou en essayant de corriger certains ratios. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose
c'est un corollaire, c'est pas le fond de notre travail de conviction et de valorisation. Et le fond de notre travail de conviction et de valorisation, pour revenir au point de Mathieu, c'est se dire, voilà, on va rentrer sur telle métrique, on va améliorer les perspectives de la société, donc on va les retrouver à la sortie, voire les améliorer. Et ça, ce travail-là, il reste le même. Il a été un peu plus compliqué pendant quelques mois, mais il reste le même. Le deuxième point sur lequel je reviendrai, c'est le fait que l'argent était toujours là, donc il n'y a pas eu de crise de liquidité, mais il y a eu moins d'offres, puisqu'il y a beaucoup de vendeurs qui se sont dit, bon, je vais attendre quelques mois avant de sortir. Et c'est là où il faut faire attention de pouvoir saisir les belles sociétés quand même, quitte à payer un tout petit peu plus, et pas se laisser emporter parce qu'il y a juste moins d'offres pendant quelques mois. Donc, en tout cas, nous, ça a été un message de discipline, ni de panique, ni de se précipiter à l'achat, de rester sur les fondamentaux. C'est pas très excitant, mais c'était un peu la réalité, en tout cas pour nous. Vous disiez enjamber 2020, est-ce qu'on enjambe, est-ce qu'on piétine, qu'est-ce qu'on fait justement de cette année, Louis? Pardon. Allez-y, Eric. Ouais, il y a des sujets techniques très simples parce qu'il y a eu plein de subventions des États dans différents pays, donc il fallait faire attention. Il fallait faire attention à la qualité de l'endettement, il fallait faire attention à la qualité de l'EBITDA, il fallait faire attention dans les revenus, ce qui était récurrent, ce qui était pas récurrent. Donc ça, c'est des ajustements techniques qui sont assez compliqués. D'ailleurs, même parfois les patrons ou les directeurs financiers eux-mêmes ne savaient pas trop sur quel pied danser. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le terme d'enjamber est apparu un petit peu, parce que les gens se sont dit, on va prendre les années de référence 2019, on va se dire que 2021 va être stabilisé, et on essaye de faire une espèce de moyenne entre les deux. Bon, c'est pas très technique, c'est pas très sophistiqué, mais c'était un peu ça l'idée. Voilà, c'est un phénomène qui a disparu assez rapidement. Maintenant, on est en 2021, avec un impact encore du Covid. On essaye de l'ajuster, mais on est reparti sur des choses beaucoup plus classiques. Louis, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense qu'on a vu finalement tout ce travail un peu financier qui a pu être fait, enfin, de due diligence, de vérification de normalisation sur 2020 qui a été fait et qui, dans grande partie, était justifié puisqu'il était lié à des événements d'abord exceptionnels qui ont été très quand même serrés dans le temps, notamment sur le premier confinement, et qui, pour la plupart des activités, pas pour toutes, et qui étaient relativement, alors qui demandaient du travail de normalisation, mais qui étaient relativement bien identifiés. Après, la grande question, c'est encore une fois, c'est sur le long terme, quels sont les business models qui sont impactés durablement à la hausse ou à la baisse, et quels sont ceux qui finalement ne le sont pas. Donc nous, c'est comme ça qu'on raisonne, ce qu'on essaye de regarder, avec, c'est sûr qu'on commence à avoir un petit peu de visibilité sur 2021, mais pas encore tant que ça, et notamment sur les affaires très impactées, puisqu'on a encore on est présent un peu partout en Europe, on a encore des confinements ou en tout cas des restrictions fortes sur toutes les activités qui reçoivent du public un peu partout en Europe. Donc on n'en est pas encore au normatif. Il va peut-être falloir enjamber aussi pour un certain nombre d'activités une partie de 2021. Très bien, mais justement, donc, c'est enjamber ou non, selon les sociétés, vous nous aviez parlé d'une société dans les loisirs en particulier. Oui, c'est ça en fait. Bon, il y a un exemple d'une société alors qui fait de l'événementiel, enfin, organisation de shows et de spectacles en Europe du Nord. Bon, typiquement, autant 2020 a été relativement moins impacté, puisque sur la partie Scandinavie, il y a eu beaucoup moins de restrictions sur 2020, autant 2021 démarre un peu difficilement. Donc typiquement, on aura des retraitements à faire certainement sur cette année-là. Mais c'est aussi, tout ça, c'est aussi facteur quand même d'opportunité. Je pense qu'on y reviendra, mais pour dire un mot là-dessus, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui souffrent, il y en a sur lesquels on ne sait pas trop où se situer, mais c'est également parfois le bon moment pour entreprendre des démarches de consolidation. Nous, sur cet actif, on a fait un build-up l'an dernier. En tout, on a fait 90 build-up l'an dernier sur le portefeuille. Finalement, c'est l'année où Waterland a fait le plus de build-up historiquement, même plus qu'en 2019. Donc, parfois, cette situation, ça peut aussi
donner lieu à une accélération de recomposition dans les industries et qui peuvent être conduites par les private equity. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on a fait. D'accord, vous parlez retraitement. Vous, Mathieu, vous vouliez aller au-delà de l'EBITDA et des multiples. C'est vrai que je partage ce qu'Éric et Louis ont dit. Après, je pense que quand on parle d'enjamber ou ignorer peut-être un petit peu cette année, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'EBITDA et des multiples. Après, on a un petit peu ignoré la perte de cash qui a résulté de cette année manquée quelque part, les niveaux d'endettement net des sociétés qui ont augmenté. Donc cette valeur qui a été perdue et qui quelque part n'est pas rattrapable. Donc ça c'est quand même un vrai sujet, je pense, et qui va être forcément compensé avec des durées de détention plus longues pour arriver sur des multiples similaires. Mais effectivement, au-delà de l'EBITDA et du multiple, il y a quand même la valeur qui a disparu malheureusement. Oui, je pense que clairement, il y a eu, quand on regarde, quand nous on a regardé les croissances des sociétés en 2020 par rapport aux années précédentes, dans l'ensemble, le portefeuille a continué à croître, mais très légèrement, et aussi grâce au build-up. Et donc clairement, cette année-là, elle est un peu perdue. On ne pense pas qu'en 2021, on va faire 2 fois plus ou 3 fois plus de croissance, juste d'un coup de baguette magique. Donc clairement, il y a une perte de valeur à ce niveau-là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au niveau des politiques publiques, les taux d'intérêt étaient bas et les anticipations ont été gérées en disant qu'il n'y aurait pas de remontée des taux avant un avenir assez long. Donc ça donne le temps aux gens de faire des investissements et de pousser le développement des sociétés à terme. C'est pour ça que je pense que l'impact sur les valorisations va être assez limité. Voilà. D'accord, donc on fait quoi? On reste prudent, on se lance moi j'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Je crois avec Lou, nos deux maisons ont des approches assez sectorielles. Voilà, on a des secteurs qu'on aime bien et des business models qu'on aime bien. On va rester très discipliné par rapport à ça. En 2020, on a fait autant de build-up et d'acquisition primaire qu'on en avait fait en 2019. Et le programme pour 2021, il est le même. Et donc, on essaye de rester constant. Je pense que c'est très difficile dans le marché public, dans le marché coté, d'acheter le bon jour et de revendre le bon jour. Dans le non-coté, c'est pareil. Il faut avoir des convictions fortes sur le long terme et continuer à son rythme et essayer de pas trop jouer le timing. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne tactique. Oui, oui, c'est tout à fait exact. Je pense que c'est le long terme avant tout, les dynamiques long terme qu'on a identifiées. Nous, il y en a 4, outsourcing et digitalisation, loisirs et luxe, développement durable et vieillissement de la population. On travaille avec ces 4 dynamiques depuis 2000. Ça a plutôt bien passé par rapport à 2008, 2009, à 2011 aussi. Là, ça s'est plutôt bien passé aussi, sauf à la marge. On continue sur cette route et sur ces dynamiques et sur ces verticales, avec bien sûr une discipline sur les valorisations dont on voit qu'elles peuvent flamber effectivement à un moment donné et puis retomber après. Donc garder le cap et garder la raison. Donc, discipline, et vous parliez de conviction surtout. Justement, comment on se forge une conviction quand on doit potentiellement enjamber 2020 ou même tout simplement aujourd'hui en 2021? J'imagine que ça ne se forge pas de la même façon qu'auparavant, si? Non, parce que par exemple, il y a des thèmes qui sont assez connus en tech sur le fait qu'on passe de plus en plus en mode SaaS, mais qui ne fonctionne pas pour toutes les industries. Donc il ne faut pas se surexciter sur ce thème-là, mais c'est un thème qui est porteur. C'est un terme qui permettra d'élargir et de généraliser la softwareisation de l'économie à beaucoup de services. Et donc ça c'est un thème fort qu'on continue à suivre et sur lequel on continue à investir. Et donc ça ne changera pas. Et là, on raisonne sur des tendances à 5 ans, à 10 ans, parce qu'il faut réfléchir à l'entrée, il faut aussi réfléchir à la sortie. Et donc, nos méthodes et d'analyse et de valorisation, elles ne changent pas tellement par rapport à tout ça.
On n'a pas, voilà, le terme d'enjamber, c'est vraiment, je l'ai utilisé parce que c'est vraiment pour se rassurer à une date T quand on fait le deal. Mais dans les mécanismes de réflexion du deal des collèges d'associés qui choisissent de construire un portefeuille, on ne fait pas ça. On reste vraiment sur nos fondamentaux, sur nos choix de conviction. Il y a aussi un autre thème en télécom qui est la convergence de de la voix, de la donnée, du hosting, de tous les services de communication pour les entreprises. Bon, ça, c'est des thèmes qui existaient il y a 4-5 ans, qui ont été accélérés grâce à 2020. Ce n'est pas pour autant qu'il faut payer tout de suite plus cher ces boîtes-là, parce qu'elles ont eu quelques mois un peu plus sympathiques. Elles ont eu à l'inverse des problèmes d'installation. Mais nous, c'est un thème qu'on continue à aimer, et parce que ce thème-là s'appliquait au tout début aux grosses entreprises. Après, on est passé aux ETI. Maintenant, on voit beaucoup de sociétés qui font de la convergence pour les PME. Voilà, donc on continue à dérouler ce thème, et ça permet on espère, de faire des bons investissements et de bien se développer. D'accord, donc on parlait de conviction, flambée des valorisations pour certains secteurs. Justement, comment se forge une conviction Est-ce qu'on est prêt à payer un prix Quel est le rôle du LP dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une incitation, des discussions? Comment ça se passe? Peut-être juste pour revenir sur un terme, je trouve, qui est important, qui a été mentionné à la fois par Louis et Eric, qui est le terme discipline. Je pense que c'est effectivement dans ces situations qu'on voit les gérants expérimenter, parce que, comme on l'a dit, essayer de timer le marché, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, garder ces critères, ces objectifs de rendement constant, ça permet en fait de ne pas faire des mauvais deals lorsque le marché est haut, et de réussir à faire des deals lorsque le marché est bas. Donc effectivement, je pense que garder cette discipline et garder une vision de long terme, c'est quelque chose de très important. Effectivement, à mon avis, c'est le point clé qui a été... et c'est là où on reconnaît les gérants qui ont déjà fait face à ce genre de situation. Ouais, si je voulais résumer pour nous, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les marchés financiers, mais on regarde les marchés sous-jacents. Donc les marchés, mais pas les marchés. Et en préparant cette conférence, Eric, vous aviez posé une question à Louis sur justement, et je voudrais qu'on revienne là-dessus, sur vos 90 build-up de 2020. Est-ce qu'on prévoit, quand on entre, une hausse des multiples à la sortie? Alors, j'essaie de répondre sans être trop technique et sans faire de généralité, parce que c'est du cas par cas. En fait, nous, mais Apax aussi, on fait beaucoup de build-up, puisque sur l'histoire de Waterland, on a fait notre 800e transaction. Cette année, il n'y a qu'une centaine de plateformes, enfin 120 plateformes. Donc tout le reste, c'est des build-up. Ça vous donne une idée à peu près de la moyenne. Donc quand on fait un build-up, j'aurais tendance à dire, on le valorise à la sortie au multiple de la plateforme. Puisque l'idée, c'est qu'il va être intégré ensuite dans la plateforme. Donc, ce qui peut parfois, effectivement, conduire à un re-rating dans les modèles, si c'était ça la question. Après, au niveau de la plateforme elle-même, tout dépend, au moment d'une acquisition, de la transformation qu'on pense faire sur cette plateforme, et de savoir si on passe d'un modèle à un autre modèle. Eric qui a cité le cas du SaaS, qui est un cas bien connu, qu'on a eu la chance d'expérimenter aussi. Mais il peut y avoir d'autres cas où finalement on parie sur un modèle, ou en tout cas on met en œuvre, puisque c'est plus qu'un pari, c'est un travail opérationnel avec les équipes de direction, met en œuvre un changement de modèle, et auquel cas c'est justifié à notre sens de prévoir les effets de ce changement de modèle dans la modélisation financière, et donc dans le rendement attendu. Mais ça ne doit pas être systématique, et ça ne doit pas être lié, en tout cas, en ce qui nous concerne, à des anticipations de hausse éventuelle générale des multiples que bien sûr on ne fait pas. D'accord, mais justement, avant d'aborder ces nouveaux modèles, comment on justifie un re-rating aujourd'hui? Par un changement de business model de la société. Tout simplement. Oui. Tout simplement, et très compliqué aussi. C'est très compliqué aussi, c'est assez rare que ce soit complet. Donc, quand on arrive, c'est toujours une idée, c'est une anticipation où ça a commencé sur une partie du business.
Et une transformation de business model, ça recouvre plein de choses. Ça recouvre des approches clients, quel go-to-market on va avoir, direct, indirect, ça recouvre des problèmes de pricing, ça recouvre des problèmes d'organisation de la société. Et donc, c'est des choses qui sont assez compliquées, mais qu'on arrive à faire de temps en temps, enfin que les managers arrivent à faire. On est là pour les accompagner. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, oui, effectivement, à la sortie, on aura un objet plus défensif ou plus agressif qu'on l'avait à l'entrée. Et c'est comme ça que ça se fait. Et ça permet de justifier un re-rating. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le multiple, en fait, ce n'est juste, mathématiquement, c'est juste une simplification de la somme des cash flows. C'est l'inverse du dénominateur sur la somme des cash flows à venir. Et donc, ça dépend de deux choses, de la croissance long terme de la boîte et du coût du capital. C'est que ça le multiple. Et donc, si on arrive à changer la trajectoire, donc le G de croissance de la société, ben on aura un petit peu plus de multiples. Ou si le coût du capital, c'est-à-dire le coût du risque, baisse un petit peu, on aura aussi une hausse de multiples. Donc, si on arrive financièrement à travailler sur ces deux facteurs-là, on peut obtenir une augmentation de multiples. Aujourd'hui, on a un coût du capital qui est extrêmement faible. Donc, c'est très difficile de jouer sur sur le dénominateur. Ça, je pense que il faut être réaliste par rapport à ça. Et donc, sur quoi on travaille, c'est le numérateur, c'est la croissance à long terme. Est-ce qu'on peut l'orienter parce qu'on a choisi un bon secteur, parce qu'on fait un meilleur pricing, parce qu'on a une meilleure approche des clients. C'est comme ça qu'on arrive à se dire qu'on sortira avec un multiple un peu plus élevé qu'à l'entrée, ou pas. Absolument. Mathieu, vous vouliez mettre en garde justement sur l'inflation des multiples naturels. Oui, non, autant je suis tout à fait d'accord sur des re-ratings qui sont liés à des changements de braquet des sociétés ou des acquisitions des add-ons. Après, je pense que jusqu'en 2019, on était sur un cycle quand même assez haussier. Et nous, on commençait à avoir un certain nombre de gérants, et nous aussi d'ailleurs dans nos modèles de co-investissement, qui ont anticipé à la sortie une diminution des multiples en prenant l'hypothèse qu'on était vraiment en haut de cycle et qu'il allait falloir retourner sur des moyennes de plus long terme. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête, qu'il y a quand même aussi un cycle macroéconomique des multiples. Après, effectivement, ça, c'est indépendant de la société elle-même qui passe d'un segment à un autre du marché, qui justifie complètement un re-rating dans ce cas-là. Eric, tout à l'heure, vous abordiez les logiciels en mode SaaS et l'évolution et tous les trois, vous avez évoqué aussi les nouveaux business models. Justement, aujourd'hui, comment on évalue ces nouveautés sur le marché, alors qui datent pas forcément d'hier, mais quelles métriques on prend en compte? Qu'est-ce qui change par rapport à une évaluation, disons, plus traditionnelle? Enfin, encore une fois, moi je pense que alors je sais que le thème c'est smart pricing et valorisation, mais je pense que les méthodes de valorisation, elles changent pas vraiment. Pas la méthode même, mais peut-être des métriques. Et les métriques, elles sont de plus en plus diffuses, de plus en plus compliquées à appréhender. Par exemple, on a de plus en plus en tech des modèles hybrides où on a des sociétés qui ne sont pas ni des sociétés de services, ni des sociétés de software. Des sociétés qui font du service en créant à chaque fois qu'elles consultent un client des applicatifs adaptés à ce client, qui permettent d'automatiser des processus chez les clients. Et donc ça devient une propriété intellectuelle pour la société et ça permet de passer un peu du côté software. Et donc après, quel niveau de marge on doit viser, quel niveau de marge on doit évaluer, ça devient plus compliqué. Parce que ce n'est pas les mêmes niveaux de marge attendus sur du service avec beaucoup de people que sur du software avec des marges brutes extrêmement élevées. Et donc c'est un faisceau de métriques qu'on regarde et je dois avouer que c'est de plus en plus compliqué en fait d'avoir deux, trois référentiels simples où on se dit bon ben voilà, je vais passer de telle marge à telle marge et je vais appliquer tel multiple à tel niveau de marge. On finit par avoir en fait des analyses qui sont de plus en plus multicritères
pour essayer d'appréhender ce qu'on va créer comme valeur. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Je vois aujourd'hui beaucoup plus de sociétés qui, avant on avait un modèle de licence software extrêmement simple, après on est passé à du SaaS, mais dans la moitié des cas c'est juste de l'abonnement, c'est pas vraiment du software as a service, et en troisième étape vous avez des mélanges de consulting et de software. Quand vous mélangez tout ça, ça devient assez compliqué à traquer avec des métriques simples. Et Louis, vous aviez également un autre exemple dans le secteur des chargeurs pour automobiles électriques. Oui, je pense, plus généralement dans le secteur de tout ce qui est transition énergétique, je pense, on reste, comme l'a dit Eric tout à l'heure, on reste sur une valorisation qui, in fine, est basée sur du taux de croissance et une appréciation du risque pour chaque secteur dans lequel on intervient. Et effectivement, on a sur ce secteur de la transition énergétique des anticipations qui peuvent être d'évolution du marché qui peuvent être très très rapides. Et je citais notamment l'exemple du véhicule électrique. On sait qu'aujourd'hui, c'est des parts de marché assez faibles par rapport aux véhicules thermiques sur l'Europe, qui sont de l'ordre de quelques pourcents. Et on sait aussi qu'à horizon 2035-2040, ces véhicules doivent représenter la majorité, et largement la majorité du parc. Donc, partant de là, on voit tout de suite qu'on est sur des effets multiplicateurs qui sont très importants. Et je prenais notamment l'exemple d'une société de notre portefeuille qui sert le parc électrique au travers de bornes de chargement pour dire que, évidemment, les valorisations de ce type de société s'étaient envolées dans les derniers mois et dernières années, suite à toutes les décisions politiques en faveur de la voiture électrique et les plans de transition qui sont mis en œuvre. Donc on est sur une dynamique où là, on n'évalue même plus par rapport aux ventes 2020, mais aux ventes prévisionnelles 2023 sur un multiple des ventes. Donc on n'est pas simplement sur un multiple des ventes, ni sur un multiple des ventes de l'année ou de l'année suivante, mais sur un multiple des ventes de 2023 pour ce type de société. Mais tout ça, ça part de l'anticipation. Ce n'est pas un changement de méthode, c'est un changement de paradigme sur un secteur qui conduit à ces anticipations. Et donc voilà. Et puis sur ce type d'actifs et les actifs du renouvelable en général, on voit arriver aussi d'autres types d'investisseurs, notamment les SPAC, ces véhicules cotés d'investissement dédiés. Et donc on a aussi une hausse encore plus forte des capitaux à employer sur ce type d'actifs qui se traduit là aussi par une hausse des valorisations, dont on verra jusqu'à quel point elle est durable et jusqu'à quel point il y a ou pas des ajustements dans le futur. Mais il y a des mécanismes comme ça sur certains secteurs qui peuvent être assez violents dans un sens ou dans l'autre. Vous parliez énergie renouvelable. Je vais prendre ce biais pour me retourner vers vous, Mathieu, où vous parlez justement d'une inflation dans tout ce qui est ESG. Oui, non, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Louis, l'ESG, quelque part, c'est plus un assessment des risques, mais effectivement, sur tout ce qui est impact, comme ce que vient de mentionner Louis, il y a beaucoup parce que à la fois, il y a une croissance des sociétés sous-jacentes, mais effectivement, le prix aussi lié à la demande qui est très importante, avec beaucoup de capitaux levés dans ces sous-segments, qui pousse un peu à l'inflation sur les prix de ce type d'actifs. Donc, je pense qu'il faut rester assez vigilant parce qu'on a vu quand même un certain nombre de dossiers qui ont été en fait un petit peu marketés ou étiquetés impact, ESG, sans vraiment en avoir les caractéristiques sous-jacentes, ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, à mon avis, rester un petit peu vigilant sur ces secteurs où il y a une vraie inflation des prix. Mais bon, c'est une évolution. L'ESG et l'impact, c'est une évolution très bonne pour le private equity. Mais effectivement, être sûr que les sociétés sous-jacentes représentent bien ce pourquoi on les vend. Il nous reste une dizaine de minutes et si on n'a pas de questions, on va pouvoir les consacrer finalement à ce que 2020 et peut-être encore 2021 modifient à la fois dans la fixation d'un prix, d'une évaluation. Je crois que le consensus était finalement on reste sur les fondamentaux. Enfin, moi, de mon point de vue, clairement, on reste sur les fondamentaux. Alors, une fois qu'on a dit ça,
ça ne permet pas de faire des deals. Mais ce qui est important, c'est en tout cas pour moi, c'est de se convaincre sur le fait qu'on va rester dans un environnement à taux bas, donc à prix du risque faible, pendant quelques années. Donc ça donne un socle quand même assez fort. Et surtout, à la limite, que le socle soit bas ou élevé, ça m'est égal, dès l'instant où il est visible et stable. C'est ça qui est important sur la durée d'investissement qu'on va avoir. Et puis après, comme ça, on peut se consacrer au petit G, donc à la croissance, et aux convictions qu'on peut avoir sur tel et tel secteur et telle société. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est de notre côté sur les segments sur lesquels on est présent. On est assez confiant, typiquement sur la santé, typiquement sur les tech et télécoms, typiquement sur les services financiers. On est confiant que sur ces secteurs-là, sur ces segments-là, il y aura, avec des disrupteurs auxquels il faut faire attention, parce qu'il y a des disrupteurs qui n'en sont pas vraiment, est-ce qu'on va avoir des sous-jacents de croissance de 5, 10, 15% qui nous permettent, nous, de bien investir et éventuellement, de temps en temps, de payer un petit peu cher au départ, parce qu'il faut le dire, et de pouvoir avancer. Donc, moi, c'est comme ça que je vois 2021, toujours dans une grande sélectivité. Et tout ce que je vois, c'est qu'il y aura peut-être, pour nous en tout cas, un taux de chute un peu plus important, parce qu'il y a beaucoup de capitaux, donc on aura beaucoup de concurrents, et on n'arrivera pas à faire les deals, tant pis. Mais c'est comme ça que je vois l'année 2021 pour l'instant. Je ne sais pas, Louis. Oui, je suis là-dessus aussi d'accord avec Eric. Je pense que 2021, on ne va pas dire qu'on a oublié le Covid, parce qu'il est toujours là. D'abord parce qu'il a eu des impacts importants et parce qu'il est toujours là. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, on l'avait mentionné quand on avait discuté entre nous, mais on n'en a pas parlé. Mais on a quand même passé, les équipes, beaucoup de temps à soutenir pendant cette période les participations. Et je pense que ça aussi, c'est important ça fait partie du rôle de l'investisseur dans ces moments difficiles, d'être là pour accompagner. Il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de complexité, notamment réglementaires, qui étaient liées aux aides, pour lesquelles certaines sociétés étaient équipées pour structurer, pour les recevoir, les aides, les PGE, etc. Et puis d'autres moins. Et il a fallu intervenir pour aider. Alors nous, on est un peu partout en Europe. Il y avait des systèmes beaucoup plus compliqués que les systèmes français dans certains pays. On a passé vraiment pas mal de temps avec les participations pour qu'elles puissent se structurer pour bénéficier de ce type de dispositif temporaire. Et puis, il y avait aussi un travail plus de fond à faire à l'occasion aussi de cette année, souvent pour accompagner ou accélérer des plans de transformation qui étaient déjà en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça a été assez vertueux pour les équipes et sans doute pour les participations aussi en termes de réactivité, en termes de structuration pour aborder la suite. Donc, c'est comme de toute difficulté, il faut essayer d'en tirer les bons côtés. Après, au niveau de nos modèles, je ne pense pas non plus que ça va changer grand-chose en termes de manière d'investir, ni de façon de concevoir les marchés porteurs ou pas porteurs. Il y aura quelques ajustements dans ce qu'on va regarder, évidemment, et dans ce qu'on va considérer à l'aune de nos investissements, mais on va garder le cap de ce qu'on a fait maintenant depuis 20 ans. Et puis, encore une fois, en renforçant encore la partie soutien opérationnel et rôle actif de l'investisseur dans le futur, puisqu'on a vu que ça aussi, ça pouvait faire la différence. Mathieu, je vous voyais hocher la tête pour le soutien des investisseurs. Oui, non, tout à fait. Je pense que ça, c'était un point très important dont on aurait dû peut-être un peu plus parler, du soutien des équipes de management de la part des fonds d'investissement, qui clairement était un gros point pendant cette année 2020. Mais peut-être juste pour revenir de mon côté plus sur les valorisations et sur le rôle du private equity, notamment en 2020. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a retrouvé en fait les valorisations de la fin 2019, si on regarde les portefeuilles de façon générale, malgré donc cette perte de cash et surendettement. Donc on a perdu une année, mais on est de retour sur les niveaux de fin 2019. Et donc,
quelque part, c'est intéressant parce que si on revient aux méthodes de valorisation que j'avais évoquées au départ, est-ce que les personnes les GP qui prenaient une approche plus agressive n'avaient pas quelque part raison d'ignorer un petit peu les décrochages temporaires dans ce métier qui est un métier de long terme? Et si on prend une vision un peu plus globale, finalement, les LPs investissent, nos LPs typiquement investissent en private equity pour apporter de la stabilité dans leur portefeuille par rapport, par exemple, au marché coté. Donc, avoir un certain rôle d'amortisseur quelque part. Et donc finalement, est-ce que avoir cette stabilité dans les valorisations, ce n'est pas quelque chose d'assez important pour notre métier, puisque on n'est pas du tout obligé de vendre en bas de cycle. On a le temps, le private equity, c'est un métier de long terme, on peut attendre de retrouver les valeurs. Alors, s'il n'y a pas de problème de liquidité, bien évidemment, mais on a le temps et donc, quelque part, je pense qu'on peut apporter cette stabilité dans les portefeuilles des investisseurs. Et c'est important, je pense, de noter ça. Il nous reste 5 minutes si vous voulez revenir justement sur le soutien au management. On a encore un peu de temps. Mathieu, on vous a perdu. Ah non, vous êtes encore là. Je suis toujours là. Et non, nous, c'est ce qu'on a vu. Et c'est là où on a vu les gérants effectivement expérimentés qui ont tout de suite mis en place des catch-up quotidiens ou hebdomadaires avec les équipes qu'ils ne pouvaient pas voir en direct de temps en temps. Et donc, c'est certainement dans notre portefeuille, ce qu'on a vu, c'est les décrochages en termes de sociétés. Alors, on a eu de la chance, on n'a pas eu tant que ça, mais lorsque c'est arrivé, c'était des gérants qui étaient, on appelle ça un peu plus hands-off, en fait, c'est-à-dire qui étaient moins impliqués, qui étaient plus des gérants peut-être financiers, qui étaient moins impliqués au jour le jour avec leur société. Mais bon, je laisse peut-être la parole à Louis et Eric, qui sont beaucoup plus proches du... Non, là-dessus, le premier réflexe, je me souviens au mois de mars, le premier réflexe, c'était la trésorerie. C'était vraiment le sujet numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer? Combien d'argent on a dans la poche? Et les PGE ont été annoncés assez rapidement. Et donc, même si là, il y a eu un travail de conviction à faire avec certains CEO qui disaient non, moi, j'en ai pas besoin, je vais me débrouiller tout seul. Je dis prends-le quand même et puis on verra après, tu le rendras si tu n'en as pas besoin. Mais il faut pouvoir avoir une trésorerie qui te permette de tenir au-delà des 3 mois habituels ou 6 mois ou ce que tu veux, parce qu'on ne sait pas où on va en fait. Et donc il y a eu le boulot numéro 1, ça a été la trésorerie, c'était vraiment ça le sujet, renforcer les financements, tirer sur les lignes de trésorerie pour avoir le cash à la maison. Ça c'est sujet numéro 1. Sujet numéro 2, ça a été de rebudgéter. Alors ça c'est très compliqué parce que personne n'avait aucune idée de là où on allait finir l'année, mais d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, c'était un peu une mécanique classique, mais on l'a fait avec les patrons. Et ensuite, la troisième phase, ça a été, est-ce que je change quelque chose structurellement? Alors, ce qui était bien, c'est qu'on était un peu plus loin dans la crise, on était plutôt en juin-juillet, donc on commence à ressortir du sujet, mais on ne savait pas si on aurait une deuxième vague, comment ça allait se développer, et ainsi de suite. Mais c'est là où on a commencé à réfléchir avec les patrons de sociétés de portefeuille sur, qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça change pour moi stratégiquement et qu'est-ce que ça change pour moi dans ma structure de coûts et comment je modifie mon modèle si ça devait arriver à nouveau ou si ça devait se prolonger. Et voilà, ça a été tout un travail de fait qui est venu en plus. Et c'est là où je trouve que les patrons de sociétés de portefeuille ont été extraordinaires parce qu'ils ont dû gérer le quotidien, faire du business comme tous les jours et se réinventer un tout petit peu, ou en tout cas faire le travail intellectuel de penser à se réinventer pour ne pas se réinventer quand même. Donc ils ont beaucoup travaillé, ça a été très très dur, très tendu, mais en tout cas nous on a été très contents de leur réaction et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui même si elles étaient un peu protégées naturellement, en sont quand même ressorties un peu plus fortes parce qu'elles se sont rendues compte que l'accident externe qui était imprévisible, il arrive. Et ça a permis à beaucoup de gens d'être un tout petit peu plus parano et de nous écouter plus sur les outils de management, de KPIs, de gestion et ainsi de suite. Je pense qu'on a augmenté le niveau de jeu un petit peu. Voilà. Louis, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, absolument. Je pense que ça a été une année finalement qui aura permis à beaucoup d'organisations d'accélérer leur transformation dans le bon sens aussi. Et ce qui a fait que nous, alors, avec les étapes que vient de décrire Eric, effectivement, notamment lors du premier confinement où il a fallu travailler et aider les patrons et les équipes à travailler plutôt sur
des mesures préventives d'urgence et de prudence qui étaient absolument nécessaires. On a cité le cash, on peut citer aussi le chômage partiel, bien sûr, qui fait partie de ça, hein, toutes ces dynamiques. Et puis, après, il y a aussi la phase, finalement, une fois qu'on s'est fait une conviction sur ce qui va se passer, la phase redéploiement, qui a pu être menée dès la deuxième partie de 2020, en ce qui concerne pas mal des sociétés de notre portefeuille. J'en parlais tout à l'heure, puisqu'on a finalement fait plus de 90 build-up cette année, avec vraiment des sociétés, notamment celles dans les secteurs qui étaient peu touchés, qui ont même accéléré leur rythme de consolidation par rapport aux années précédentes, pour profiter d'une situation un petit peu plus favorable à ce niveau-là. Donc c'était effectivement le mot félicitations et de remerciements au management, mais aussi à toutes les équipes et à toutes les personnes qui travaillent dans les participations s'imposent parce qu'ils ont été formidables. Ah, parfait, ce sera le mot de la fin. Alors, merci à tous les trois et félicitations à vous aussi. Merci.